Bienvenue à cette table ronde numéro 2. Pourquoi sauvegarder son patrimoine musical local ? J'accueille et Dassim accueille Fabrice Mento, qui est chef du service son à la BNF, pour en parler. On sera aussi accompagné de Pascal Issartel, adjointe au chef du département des bibliothèques, service du livre et de la lecture, DGMIC, ministère de la Culture. Et enfin, Nicolas Clément, chargé de projet de coopération métropolitaine dans le domaine musical à Bordeaux et référent de la Gironde Music Box. Nous, à l'inverse de la première table ronde, on va se vous voyer, on est désolé. Donc j'espère que vous supporterez un peu le gap. Mais voilà. Pascal, j'aimerais que vous commenciez. Peut-être pour nous donner un petit peu le champ de ce qu'on va dire, peut-être donner aussi un retour de ce qui s'est passé ce matin déjà. Et puis voilà. Merci Karl. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai une longue histoire ici. Je vais un petit peu expliquer pourquoi je suis là aussi. D'abord parce que j'étais là il y a 30 ans, un petit peu plus de 30 ans. Marie Lobier l'a rappelé, on va fêter donc l'anniversaire de l'inauguration par François Mitterrand dans quelques jours. Et rappeler que lors de la conception de cette nouvelle Bibliothèque nationale de France, le patrimoine sonore et musical a été d'emblée positionné de manière très importante. Parce que parfois, vous m'interrogez, enfin, quand on a préparé, et puis on voit que c'est une interrogation, y compris dans les collectivités, est-ce que ces collections musicales, sonores, sont considérées à la bonne hauteur patrimoniale ? C'est un petit peu ça l'enjeu de tout le congrès et de cette table ronde et de ce qui a été évoqué ce matin. En tout cas, dans cet établissement, il y a eu bien sûr cet héritage, Fabrice va revenir sur tout ça, de cet héritage de la phonothèque, mais il y a eu vraiment la volonté de faire que ce patrimoine, je dis sonore parce qu'il y a beaucoup de collections, vous allez les découvrir en détail tout au long de ce congrès. Il y a bien sûr la musique, mais il y a aussi des collections de documents parlés. Bref, un patrimoine sonore, le 3e du monde, on y reviendra. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté, et pour le ministère non plus, sur la notion de patrimoine pour ces collections. Ça, c'est effectivement, il y a des focalisations et des priorisations sur le patrimoine écrit, sur l'iconographie aussi, au niveau du ministériel. Mais il est évident que les collections sonores, les collections musicales font bien partie du patrimoine. Elles le sont aussi parce que c'est une pratique pour tous les Français qui est extrêmement importante. Donc, à la fois d'un point de vue professionnel et social, sociétal, c'est bien sûr une patrimonialisation qui n'est pas en jeu. Qui n'est pas en jeu dans le questionnement de principe, mais on le voit, qui est quand même en jeu dans les modalités maintenant face à cette dématérialisation qui, au fil des congrès, depuis plusieurs années, on le voit, percute vraiment à la fois les collections, mais l'évolution des métiers, la médiation. Et puis même pour cette Bibliothèque nationale de France, c'est un enjeu majeur. Alors justement, pour faire face à cette dématérialisation qui pose des enjeux patrimoniaux fondamentaux, donc le ministère et le gouvernement a voulu s'équiper pour faire évoluer ce dépôt légal. Donc Pierre Pichon l'a rappelé, nous travaillons activement à la mise en œuvre d'un décret qui va mettre en œuvre la loi d'Arcos du 30 décembre 2021 qui instaure ce dépôt légal dématérialisé, ce dépôt légal des productions numériques. Et c'est vraiment ce qui nous mobilise actuellement avec tous les dépositaires. Il y a 3 dépositaires pour le dépôt légal, je les rappelle, puisqu'il y a d'autres pans pour l'audiovisuel avec l'INA et le CNC. Et bien sûr, autour de ces collections sonores, il y a un enjeu majeur, comme on l'a bien expliqué ce matin. Donc c'est ce à quoi nous travaillons en étroite collaboration avec la BNF et avec les représentants de ce secteur éditorial très contrasté, en évolution. Pierre l'a rappelé, beaucoup de relations avec le syndicat national de l'édition phonographique notamment, et puis des représentants des indépendants avec les questions d'autoproduction. Donc c'est tout ça qu'on essaie de formaliser dans un décret qui va être ensuite décliné par des arrêtés. Encore une fois, la BNF y travaille activement. Et pour nous, le premier enjeu patrimonial, il est là. Il est de pouvoir continuer à sauvegarder ce patrimoine musical et sonore malgré cette dématérialisation.
Donc, notre focalisation actuelle, elle peut vous sembler, par rapport à l'ensemble de vos questionnements et de ce à quoi vous êtes confrontés, elle peut vous sembler partielle, mais pour nous, nos forces, nos priorités se mettent vraiment sur ce texte et sur ses applications et sur cette mise en œuvre concrète qui est travaillée avec la BNF, parce que la première patrimonialisation, elle est là, malgré tout. Elle est dans cette continuation du dépôt légal, avec un certain retard, hein, parce que la musique s'est dématérialisée, comme on l'a vu, il y a plus d'une quinzaine d'années. Or, hormis les expérimentations qui sont maintenant importantes, hein, les volumes ont été rappelés, puisque finalement, ce dépôt légal dématérialisé au titre expérimental dépasse le dépôt légal physique et va s'amplifier. Mais malgré tout, il y a tout ce retard à rattraper aussi. Donc, on est dans un creux où même ce dépôt légal qui est absolument fondamental, qui a été inventé en France et qui n'a cessé de s'étendre à tous les types de publications, il est mis en question. Donc nous nous concentrons vraiment cette année sur la publication de ce décret, un travail de longue haleine. Pour ma part, j'y aurais consacré 10 années de ma carrière professionnelle, et Pierre Pichon et d'autres qui sont là, ils travaillent depuis plus longtemps encore. Donc un travail long, difficile, qui doit effectivement être négocié avec les partenaires de l'écosystème musical qui n'a cessé d'évoluer, et l'enjeu, il est vraiment là. Et donc, dans ce contexte, alors on observe bien sûr les tendances, hein. Je le rappelle, le ministère est doté d'un observatoire de la lecture publique qui concentre les données qui sont remontées, pas tout à fait des 15 500 bibliothèques de France, mais d'une très grande partie, et qui a donc des données d'activité très importantes. Alors, je ferai passer par la CIM ces données. Je vois que sur la liste discothécaire, il y a beaucoup d'interrogations sur a-t-on des données compilées nationales sur l'évolution des prêts, sur l'évolution des acquisitions. Oui, on a tout ça, avec un petit peu de décalage, puisqu'il faut traiter des données extrêmement massives. Et donc, je vous ferai passer ces évolutions qui sont intéressantes, mais qui corroborent tout à fait ce que vous avez pu constater, ce qui a été illustré ce matin, ce sur quoi on va revenir. Effectivement, une baisse des prêts qui est continue, et puis des volumes de désherbage qui, eux, sont... La courbe croissante, elle est là, en fait, hein. On constate effectivement des volumes importants de désherbage. Donc, partout en France, ces collections sont désherbées. Et les acquisitions qui stagnent, avec des acquisitions numériques qui en aucun cas n'ont évidemment supplanté les acquisitions physiques, et en termes d'offres ne remplacent pas effectivement une offre sur support qui est en train de disparaître, même s'il y a des tentatives, y compris de prêts de matériel pour continuer à pouvoir lire ces CD, et avec des interrogations massives aussi sur dans le cadre de la transition écologique, hein, sur recycler tous ces CD. Donc beaucoup d'interrogations qui viennent de partout, et on a ces tendances, donc on vous les partagera. Sur ces aspects-là, je vais passer la parole rapidement à Fabrice, parce que c'est vrai que le bras armé du ministère de la Culture, c'est ce grand établissement, à la fois par le dépôt légal et par donc toute la richesse de ce qui est conservé ici, mais qui n'est pas exhaustif. On le sait, hein, le dépôt légal se veut bien sûr à une ambition d'exhaustivité, mais ne l'est jamais. Donc c'est vrai qu'on est conscient qu'il y a en région, partout, des trésors, à la fois qui ont une valeur patrimoniale parce qu'ils sont anciens, mais qui ont aussi, de manière très contemporaine, qui sont en prise avec les scènes locales, avec la vie musicale locale. Et ça, c'est irremplaçable. Et je pense que c'est l'objet notamment de cette table ronde, que de valoriser et d'essayer de voir comment il peut y avoir une synergie. Mais pour le ministère, voilà, on est dans ce temps qui est particulier. On reste en observation, notamment avec tous les témoignages que vous nous faites remonter, avec ces congrès qui sont effectivement très utiles pour partager tout ça, avec les données dont nous disposons. Et puis donc, on charge la BNF d'être le relais, le bras armé pour tout ça. Donc, je passe la parole à Fabrice qui va relayer ces informations. Merci. Je vous rappelle aussi qu'il est possible d'intervenir, de poser des questions. On a un micro à chef, comme vous l'avez vu. Alors Dominique, peut-être que tu pourras le faire passer. Après, peut-être la parole de Fabrice. N'hésitez pas à lever la main.
Bonjour à tout le monde. Bien moi, je vais pas redire ce qui s'est dit ce matin déjà et ce qui a été présenté par Pierre Pichon. Donc la mission fondamentale du dépôt légal des phonogrammes. Je vais peut-être juste rappeler que au niveau du service des documents sonores et donc du département son vidéo multimédia, nous sommes en fait les héritiers d'une double histoire, celle de la phonothèque, créée en 1938. En fait, c'est la concrétisation de la loi de 1925 sur le dépôt légal des phonogrammes. Et nous sommes également les héritiers d'une institution plus ancienne, celle des Archives de la parole, créée en 1911 par Ferdinand Bruno, un historien de la langue française, professeur à la Sorbonne, qui s'est associé à Émile Pathé pour créer un conservatoire de la parole. Et donc, en fait, notre collection sonore, la troisième effectivement du monde, plus d'1 500 000 documents sonores, tous supports confondus. Et en fait le fruit de cette double histoire, et s'est enrichi au fil de l'eau par bien entendu le dépôt légal, mais également des acquisitions, des dons et de la production aussi. Nous avons créé nos propres archives sonores et nous les conservons également aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour le cadre global. Après, je ne sais pas s'il y a une question plus précise sur ce dont on a parlé, sur la dimension locale, voilà, ou j'entre direct dans le vif du sujet. Comment on distingue effectivement la dimension locale du reste? Alors, nous, au niveau du dépôt légal et de la prospection, donc ce matin, Pierre a évoqué effectivement cette mission de prospection, parce qu'on a finalement un dépôt légal qui commence à être bien ancré chez des éditeurs relativement importants, les majors qu'on a évoqués. Donc là, elles connaissent le dépôt légal, elles nous envoient régulièrement et depuis longtemps leur production, mais on a tout un travail de prospection à mener en direction des labels indépendants, des acteurs peut-être plus récents ou de moindre importance, non pas au niveau qualitatif, mais au niveau tout simplement de la production et du nombre de productions. Et donc là, on doit être très volontariste. Et on fait ce travail-là avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement professionnel, mais on n'est pas suffisamment nombreux pour faire ce travail-là. Et donc forcément, notre dépôt légal a, comme on le dit, des trous dans la raquette au niveau de toutes ces scènes. Alors qu'on parle de scènes locales par commodité, mais en fait, plus largement, on peut parler de toute une constellation de musique populaire, de scènes locales, de labels indépendants, d'artistes autoproduits. Tout ça est très très large. Tout ça aussi se déploie sur l'ensemble du territoire. Et donc forcément, nous, même si on y met beaucoup de volonté, nous n'arrivons pas à capter et à collecter toutes ces productions. Et on a un enjeu parce que effectivement, notre objectif, plutôt notre horizon, c'est la représentativité. L'exhaustivité, on sait qu'on ne l'atteindra pas, mais on essaye d'y tendre, mais justement à des fins de représentativité. Et bien en fait, justement, pour être réellement représentatif et pour que dans un siècle, le chercheur, le musicologue du futur ou voilà, un chercheur en sciences humaines qui va s'intéresser à la production phonographique de 2025, pour que vraiment ce chercheur ait une vision globale et finalement fiable, ben, il faut que nous, dans notre collection, on ait un maximum de ces productions en fait, et pour justement ne pas donner l'impression fausse que la vie musicale et la création musicale de notre époque là, contemporaine se limite à la production bien des majors et des gros déposants. Voilà, donc ceci est posé. Vous êtes insérés dans des écosystèmes locaux, dans des tissus d'acteurs qui font vivre la création musicale. Et donc vous les connaissez bien mieux que nous. Nous sommes un peu loin. Nous avons par contre cette mission-là fondamentale et vraiment aussi ce rôle de conservation. Donc on a à la fois de la chance parce qu'on est
On n'a pas la pression du prêt que vous connaissez. J'ai commencé ma carrière comme discothécaire à Malakoff, donc je connais très bien les questions de prêt, de documents sonores et des statistiques et des courbes qui sont très angoissantes. On n'a pas cette pression-là, nous, ce qui est confortable, on va dire. Notre rôle, c'est de conserver, de signaler, de mettre à disposition et de valoriser. Par contre, on est un peu loin, justement aussi, de toutes ces scènes et de tous ces écosystèmes dont je parlais. Et donc, il y a peut-être quelque chose là à construire en termes de coopération professionnelle entre nous tous. Et c'est un peu ça le point de départ. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse réfléchir et échanger sur ces sujets-là. Tout à fait. Est-ce qu'on rentre dans le dur, alors du coup, ou on laisse la parole à Nicolas, hein, ça serait bien. Nicolas, donc vous représentez la Gironde Music Box, qui est, alors je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est une proposition en fait de défendre la scène locale de Gironde par le biais de médiation sur les artistes. On va proposer des fiches artistiques, des renseignements sur les concerts, on va pouvoir écouter de la musique, mais via d'autres prestataires. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors, la Gironde Music Box, c'est un projet qui est né en 2012, voilà, qui est né en fait de la réunion de discussion entre collègues, au départ de manière assez informelle, à une époque où on avait, on s'en souvient pour tous les anciens de la CIM qui participaient à l'époque à nos réunions, c'était le téléchargement. On ne parlait encore pas de réseaux sociaux 2.0 ni de SoundCloud. On était dans le téléchargement, on disait voilà, vos collections sont attaquées, les gens téléchargent. La France était d'ailleurs le premier pays du téléchargement illégal au monde, etc. Et nous, on s'est dit, bon, ben voilà, il y a un espèce de revirement un peu au niveau de la réflexion autour de nos collections. Il suffit plus de déposer un CD dans un bac pour qu'il sorte. Donc, comment on pourrait travailler ensemble de manière créer de la coopération entre nous, en sachant que déjà à l'époque, et le phénomène s'accentuait, on avait des collègues qui n'étaient pas forcément tous des spécialistes musicaux qui pouvaient participer à la création de collections musicales, mais dont ce n'était pas forcément le cœur de métier. Donc au début, on s'est dit, tiens, si on essayait de référencer ce qu'on fait dans nos bibliothèques, on ne sait pas forcément ce qu'on fait, etc. Puis c'était vraiment le début de ce qui va prendre en faire son essor, c'est-à-dire l'action culturelle en bibliothèque autour de la musique, où là on se rend compte que oui, la musique, ça attire quand même vachement de monde par rapport à des fois des rencontres littéraires ou des choses comme ça. On avait fait le calcul à l'époque avec Laurent, on avait même poussé le calcul, faire le ratio entre l'argent investi et le nombre de gens qui venaient. On se rendait compte que c'était très favorable à la musique. Donc on s'est vite rendu compte qu'avec le développement d'Internet, quand on a commencé à se dire on va faire un répertoire comme ça sous Excel, les artistes apparaissaient dans le désordre. On se disait, tiens, c'est pas si simple que ça finalement. Il y a Internet qui apparaît, il y a le début des réseaux sociaux. Puis finalement, quand on cherche un artiste, c'est pas si simple que ça de le référencer. Et puis on s'est pris au jeu et on s'est dit rapidement, effectivement, on fait peu d'actions culturelles et quand on en fait, ça tourne souvent autour d'acteurs locaux, voire des fois on appelle des intervenants qui viennent de l'autre bout de la France et on ne connaît pas finalement ce qu'on a autour de nous, quoi. Donc je reviens un peu sur ce que disait l'intervenante ce matin là, pour Clara, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait on n'avait pas mis au monde un écosystème musical qui était autour de nous. Je pense pour beaucoup parce qu'on était auto-centré sur nos propres problématique de bibliothèque, c'est-à-dire de vouloir défendre coûte que coûte la musique telle qu'on l'a proposée en bibliothèque à l'époque, c'est-à-dire notamment autour du fait de respecter une pluralité de supports, de ne pas s'en tenir qu'au CD, d'essayer de développer des fonds de DVD musicaux, de livres, etc. Et qu'on a perdu de vue en fait l'émergence d'une nouvelle économie de la musique à l'époque qui était en fait ce vers quoi a accéléré le mouvement via le smartphone, via les plateformes d'écoute légale, c'est-à-dire la musique, l'écosystème numérique. Donc, chemin faisant, on a fait une deuxième version. Donc, on a commencé à alimenter le site. Alors, ça fait très pompeux de dire ça, mais sous le mode de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on est à peu près au départ 14 bibliothèques à être partantes pour référencer les actions qu'on faisait en bibliothèque. Et finalement, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas forcément ni le temps de le faire avec la même intensité, avec la même compétence.
Et finalement, c'est partager le travail. Et donc, on a développé un outil en propre. Donc, c'est là où la démarche est militante. Et quand on parlera peut-être aussi de la durée de vie de ces métadonnées, on a choisi de créer un site en Creative Commons. Voilà. On n'a pas choisi de faire un blog classique sous Google. Voilà. On a pris un WordPress qu'on a poussé vraiment. On a trouvé un codeur qui a trouvé que ce qu'on faisait, c'était vraiment génial, parce qu'il était lui-même musicien, un graphiste, codeur. Enfin, un graphiste qui nous a dessiné le site, qui nous a pensé le site. Puis, le système D, vous le savez, on prend des stagiaires. On a pris un stagiaire ingénieur en codage informatique et dans une bibliothèque. Et pendant 2 mois, il nous a codé le site. Et donc, l'idée, en fait, c'était de dire l'information, elle vient sur Internet, elle ne reste pas. Et vous savez que l'économie de la musique, quand vous regardez sur Internet, c'est les salles de spectacle. Un spectacle est passé, le lendemain, il n'est plus sur la toile, il a disparu. Ben, c'est pareil en bibliothèque. Une fois vos programmes sont terminés, il ne reste plus rien pour les gens qui viennent visiter votre bibliothèque. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on a commencé à endosser le rôle d'un documentaliste, c'est-à-dire, ce que tu disais tout à l'heure, signaler, renseigner, documenter. À partir de là, on s'est dit quelle forme ça peut prendre. Et donc, plutôt que faire un blog comme ça d'actualité sur nos événements, on s'est dit on va façonner un site propre. Et donc, on fait en fait ce que tu disais, des fiches signalétiques en fait des artistes où on y renseigne à peu près une quinzaine de métadonnées. Donc, ça va de la photo, du nom de l'artiste, sa bio, sa discographie, puis tous les sites sur lesquels il est inscrit. Donc ça peut être Linktree, vous savez maintenant le nouveau truc des artistes. Alors c'est une erreur de leur part de créer ça parce qu'ils sont pas bien référencés avec Linktree, mais bon. Donc voilà, on met les Bandcamp, les SoundCloud, le mail, le numéro de téléphone, la discographie sur Discogs. Il y a des artistes qui sont sur Wikipédia, on met le lien Wikipédia. Voilà, et après on met 2 extraits musicaux YouTube et un extrait SoundCloud. Le YouTube, pourquoi ? Parce que c'est un autre argument en fait de défense de la musique en local. Pourquoi il faut garder le local ? C'est que la musique, aujourd'hui, au tout début du site, et c'était marrant, et c'était assez dans les musiques actuelles, les gens, pour alimenter leur YouTube, ils se filmaient au smartphone. Donc ça donnait des concerts où les gars étaient comme ça et se filmaient. Aujourd'hui, vous avez des gamins à 15 ans, à Bordeaux-Lac, qui a des quartiers en difficulté, ils ont des drones, ils font des clips de rap qui peuvent passer sur MCM. À 16 ans, ils font des trucs ultra professionnels. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de montrer qu'il y a la musique, c'est la mise en abîme d'un territoire. C'est-à-dire que vous faites une playlist de tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine et vous avez à peu près tous les grands sites de Nouvelle-Aquitaine où les gens se mettent en scène. Ça va Bassin d'Arcachon, Dune du Pilat, mais la cathédrale de Bordeaux, etc. Les gens se filment dans le tram la nuit, etc. Enfin, c'est assez remarquable et ça, c'est une question de sauvegarde aussi, que ça ne disparaisse pas. Bon, là, on ne parle pas uniquement de musique, on parle de la mise en abîme de tout un territoire. C'est vraiment ça, c'est le côté territorialité. Et je finirai ce premier point pour dire, je me suis beaucoup inspiré avec les premières années sur une phrase de Gilles Pierret qui m'avait marqué. Dans le métier de bibliothécaire, il avait dit « S'intéresser aux musiques locales, c'est donner une perspective de travail, c'est se donner un horizon de travail. » C'est typiquement ça qu'on a fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à faire naître le site, on n'était plus un bibliothécaire dans sa bibliothèque, essayait bon gré mal gré de faire des playlists, de valoriser. On était immergé dans un écosystème. Et donc on a commencé à être mieux vu par la DGAC. À tel point que là, la DGAC nous demande de faire la mise en valeur musicale de toutes les scènes qu'il va y avoir, une quinzaine de scènes dans Bordeaux. On a été contacté par le journal Libération pour parler de la Gironde Music Box comme modèle de valorisation de la musique en bibliothèque, sur le modèle qui pensait être équivalent à un site qui s'appelle Music Hat. En fait, là, on parlait tout à l'heure de playlist, mais en fait, aux États-Unis, les bibliothèques américaines, elles ont la même réflexion que nous, et plutôt qu'aller sur des playlists sur Spotify ou etc., elles savent que le privé fait mieux que ça que nous, voire avec des algorithmes. Donc, ce qui favorise eux, c'est la mise en valeur de leur patrimoine numérique musical. Et donc, eux, ils payent au lieu, ils continuent d'acheter des CD, mais ils payent à l'acte les visionnages des artistes de leur état qui sont fédérés. Et ce faisant, là, en faisant ce que vous décrivez, vous vous positionnez comme un acteur, finalement, de conservation du patrimoine musical.
pas du patrimoine musical enregistré, pas des donc finalement, ce que vous disiez sur les lieux, la mémoire du territoire, les récurrences sur le tournage des clips, les studios peut-être aussi, enfin, et ben, tout ça, en fait, c'est ce qui va documenter, c'est ce qui va permettre d'avoir une vraie mémoire du patrimoine musical d'un territoire, au-delà du simple support et de la collection sonore finalement. Et donc c'est vrai qu'il y a un changement là de positionnement, de paradigme. Nous derrière un single, comme je disais tout à l'heure, nous on n'a pas... Oui, effectivement, il y a une recrudescence des singles, mais pour nous, c'est pas un single. C'est-à-dire que quand on va sur l'affiche de l'artiste, on est abonné à tous ces réseaux sociaux. Donc l'info, elle remonte à vous, vous n'avez plus à la chercher. Donc si vous êtes inscrit sur Insta, tac, tel groupe de hip-hop a fait un single, on le voit. Mais nous, c'est pas un single perdu au milieu des 300 ou 400 groupes de rap bordelais. C'est un artiste peut-être avec qui on est abonné sur la chaîne et avec qui on peut faire remonter la playlist, mettre par exemple le nouveau clip, remplacer l'ancien clip et mettre un nouveau clip. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça devient un écosystème documentaire en fait pour nous, et c'est plus de l'information qui est perdue comme ça, qui nous arriverait de manière totalement éclatée. Juste pour donner en chiffres, pour montrer ce que ça représente, on a par exemple on a à peu près 1040 musiciens à représenter, mais on n'est pas du tout dans l'exhaustivité. Hein. Je vous dis au départ, nous on essaie vraiment, on va pas faire Jean-Paul et son orchestre qui ont fait de baloche, enfin oui c'est le cliché un peu, mais voilà, on essaie d'être dans des phases d'artistes qui essaient de produire des contenus, pas forcément des disques, mais qui ont fait des disques numériques par exemple, un compte Bandcamp, enfin des gens qui existent numériquement sur Internet déjà. Prioritairement, sachant qu'on peut voir des artistes qu'on trouve bien, qu'on a fait passer en bibliothèque, et pour les collègues, les indexer en sachant qu'on signale qu'ils sont passés en bibliothèque. Parce que ça sert aussi un outil, vu que les artistes sont indexés, on peut retrouver tous les artistes qui seraient passés dans tel ou tel endroit. On a ça, on a 480 structures, associations, programmateurs qu'on a trouvés sur Internet, qui sont en capacité, donc autant vous dire qu'on ne fait plus appel à des gens avec qui on va payer des frais des défraiements pour venir faire, je sais pas, l'histoire des comptines ou des choses comme ça. Bon, après, les collègues ont toujours le droit de le faire, mais disons qu'ils ont à leur disposition ce type de ressources. Mais pour vous dire que ça va plus loin que 1040 musiciens ou 480 structures, assos, etc., si vous prenez Discogs et que je prends le dépôt légal imprimeur, c'est le critère que je m'étais donné pour faire la veille, et elle n'est pas exhaustive, hein, j'ai 4900 disques référencés depuis le début du micro-sillon, que j'ai réussi à identifier Bordeaux, enfin Gironde, mais bon, je pense qu'en creusant plus, puisque par exemple si vous prenez que Bandcamp, vous avez en bas des mots-clés, mais des fois les gens ils disent pas toujours de quel lieu ils sont, donc il faut vraiment fouiller de soi-même, aller de lien en lien et puis lire les mini-bios, etc. Donc le but c'est pas de faire remplir pour remplir, mais on sait que le réservoir est énorme. Voilà. Et pour finir, par exemple, sur ce qu'on disait sur la mise en abîme, moi je me suis rendu compte en préparant, j'avais jamais vraiment regardé, mais on a par exemple 720 abonnements à des chaînes YouTube. Et il y en a beaucoup plus puisqu'on actualise les fiches et on voit que certains artistes qu'on avait catalogués il y a quelques années, depuis ils ont créé une chaîne YouTube. Donc c'est autant de métadonnées qui seraient intéressantes à récolter. On a, nous, par exemple, mis en place plus de 480 playlists, dont certaines sont autour de la scène locale. Par exemple, tous les 3 mois, j'essaie de faire une liste, les groupes, les artistes à suivre, des choses comme ça. Et on se rend compte qu'avec la baisse des budgets, qui est générale partout, hein, même dans l'économie à musique, pour la suite de la Gironde Music Box, ça a été de créer le festival 33 Tours. Et on voit qu'on a de plus en plus d'artistes qui en fait essaient de nous contacter pour dire ils existent, comme s'ils nous contactaient comme si on était une salle de spectacle, alors qu'on fait un événement une fois par an, quoi. Voilà, c'est assez rigolo de voir. J'avais une question par rapport à la Gironde Music Box et au fait que vous avez réfléchi à des propositions, de la technique peut-être libre de droit, des choses qui ne représentaient pas un grand budget. Et j'imagine que ça s'inscrit. Ça à 0 €. On fait avec 0 €. Il n'y a pas besoin de budget pour faire ce qu'on fait. Remercie la CIM d'ailleurs qui héberge. Voilà, la CIM héberge. C'est une volonté vraiment qu'on avait. C'est qu'en fait, vous le savez, quand vous êtes. Alors en plus, nous, on est en métropole sans être métropolisé, donc on n'a pas de budget métropolitain. Moi, je suis positionné pour la bibliothèque de Bordeaux et reconnu dans le
projet d'établissement pour la partie développement de la coopération. Vous savez, on a de la coopération patrimoniale avec la BPI, etc. Donc moi, je fais la partie musique. Donc je travaille sur l'ensemble de la région, du département, avec les structures. Et donc c'est à ce titre-là que je suis plus tourné vers la coopération avec les autres établissements ou structures pour développer des projets. Voilà. J'avais aussi une question par rapport à la charge de travail. Le temps que passent tous les agents en fait, à nourrir cette base, est-ce que c'est bien vu par les tutelles? Est-ce que c'est accepté? Combien d'heures ça représente par semaine? Alors, c'est plus en termes comme ça qu'il faut penser. Au tout début, donc ça a été, je pense que c'était Laurent qui était chef de service à l'époque, donc il nous a donné son aval. Alors c'était vraiment juste pour structurer le projet, qu'est-ce qu'on fait, comment ça évolue, etc. C'est des réunions de discothécaires, mais nous on voulait être pratique, on voulait pas faire de la réunionnite pour de la réunion, on voulait faire quelque chose de pratique. Et dès que vous partez sur des choses pratiques, ça avance très très vite. Et donc après c'est difficile parce qu'il y a une synergie au début pour pas tout élaborer, mais il y avait des gens qui étaient spécialisés en électro. Mais comme il faisait 15 ou 18 heures de service public, la partie électro n'avançait pas. Donc moi, je pense que comme pour tout, il faut tout attaquer de front, quoi. Et en fait, je pense qu'un stagiaire de 3e, si vous lui donnez les critères pour lesquels il fait ça, il peut vous alimenter pendant son stage. Parce qu'il y a des possibilités de publier en brouillon sans que ça apparaisse vous savez, en back-office. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, c'est plus du travail d'actualisation. Et après, les collègues, en fait, ils participent maintenant à un autre niveau. On va dire que grosso modo, c'est moi qui ai la main avec 2-3 collègues pour des propositions de groupes. Les groupes viennent à nous, quoi, en fait. Hein. Moi, j'ai qu'à ramasser. Je vous donne un exemple tout simple. On a une association qui s'appelle Allez les filles. La CIM, on avait fait avec eux co-organisé le pot en fin d'année, en fin de RNBM. J'ai juste pris leur Facebook sur la dernière année et ils font des concerts à la maison. Entre les festivals qu'ils font, ils sont pas une salle de spectacle, donc ils organisent. J'ai passé que les Facebook où c'est les concerts à la maison. Donc c'est un groupe américain, anglais qui passe. Et avant, il y a un groupe bordelais, quoi. Bon, c'est très tendance, là, pour leur coup, leur esthétique musicale. Donc c'est pop, rock, etc., punk, garage. Je viens de sortir avec les bios, puisqu'à chaque fois, ils mettent la bio dans Facebook. Là, j'ai 60 fiches à faire. De groupes qui sont des groupes vraiment émergents, reconnus par la scène locale, qui m'étaient passés complètement sous les radars. Donc vous voyez, l'info, elle est là, on n'a qu'à l'accueillir. En gros, j'ai envie de dire, on n'a aucune excuse, quoi, de pas travailler à ça. Alors, je mets un bémol, c'est-à-dire que nous, c'est pour ça que je dis d'excuse, c'est un peu provoquant, c'est que le boulot, on l'a fait, à telle preuve qu'on le redonne tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on peut faire profiter de 12-13 ans, maintenant ça fait depuis 2012 d'expérience, on donne le site clé en main, on le déshabille, on vous donne tout clé en main. Vous n'avez plus qu'à trouver un graphiste pour faire un logo et vous n'avez plus qu'à remplir des champs. Et après, vogue le navire. Donc c'est ce qu'on a fait avec nos collègues, certains sont là, de Pau. Là, on a fait le 64 Music Box. Très rapidement, ils ont été repérés par les élus, par le président du conseil général. Ils ont eu des subventions pendant 3 ans, contrairement à nous. Donc ils se sont fait aider. Ils ont monté en place au niveau de la BDP un festival de musique locale dans des petites bibliothèques qui n'avaient que du dépôt de BDP. Donc moi, on y a assisté avec le collègue. Les gens, ils étaient pétrifiés au début quand ils ont présenté le projet. Regardez, on va prendre des artistes de ce site, on va les faire venir chez vous. Oh, mais on peut pas, on n'a que des rayonnages de livres. Et là, les artistes, ils étaient là, ils disaient, mais si, attendez, nous, on a du mobilier mobile, on peut jouer avec une enceinte. Machin. Et le truc a pris, voilà. Et donc, si on n'avait pas cette identité numérique par rapport à notre propre collectivité, par rapport c'est ça que donnent les musiques locales, c'est que ça vous donne une légitimité qu'on a perdue. Pour moi, on a perdu une certaine légitimité aux yeux des usagers qui considèrent qu'ils sont prescripteurs, qu'ils n'ont plus besoin de nous pour choisir leur musique. À tort, hein, sûrement, mais et on reconquiert une nouvelle place dans cet écosystème. Et le fruit de ce travail là, c'est donc ces sites qui sont des bases de données aussi, hein, et qui agrègent tout un tas de métadonnées qui seront très intéressantes aussi dans le futur. Je pense que là, les choses peuvent s'articuler avec la BNF, notamment dans le cadre du dépôt légal du web, où ça peut être intéressant pour l'établissement de collecter ces sites et avec un niveau de profondeur suffisant pour vraiment conserver de manière pérenne aussi toutes ces informations et toutes ces données.
parce que du coup, ça permettra aussi de prévenir des risques d'arrêt de maintenance ou d'arrêt de subvention, ou même tout simplement, parfois, il y a des projets qui reposent sur quelques personnes et quelques bonnes volontés. Et donc, il y a un enjeu pour nous, là, de conservation aussi, de tout ce travail. Et c'est aussi, finalement, la mémoire d'une pratique professionnelle, d'une évolution professionnelle et d'un changement de positionnement qui me semble, ça me semble pertinent de conserver cette mémoire-là aussi. Vous me parliez pendant les préparatifs de l'aspiration de Skyblog. Est-ce que ça a été fait complètement ? Oui, sur les Skyblogs, oui. Pas sur MySpace, malheureusement. Donc MySpace, il y a des parties qui ont été collectées parce qu'elles avaient été identifiées, mais il n'y a pas eu on va dire, d'aspiration, ou en tout cas, il n'y a pas eu de conservation de la totalité de MySpace avant la disparition de la plateforme. Pour les Skyblogs, ça a été un plan d'urgence qui a été mené, et donc voilà, ça a permis la conservation. On vous a sollicité ou vous êtes venu Non, là, c'est pas du tout même notre département, en fait. C'est le département du dépôt légal qui gère ce travail-là. Et c'est pas vraiment une chaîne d'entrée. Donc, finalement, tous les départements sont sollicités pour identifier des sites. Et voilà, c'est coordonné à l'échelle du département du dépôt légal. Mais ce département met aussi en place des plans un peu d'urgence. Donc là, en l'occurrence, pour les Skyblogs, c'était le cas. C'était urgent. Donc là, ils n'ont pas fait appel au département. Mais sinon, l'organisation, c'est plutôt celle-ci. Une politique ciblée sur une actualité chaude, les JO, le Covid, des plans d'urgence. Et sinon, au long cours, les départements de la BNF qui sont sollicités pour identifier des sites. Voilà. Donc là, en l'occurrence, nous, il faudra qu'on identifie tous ces sites et qu'on puisse les collecter. Oui, je voudrais surenchérir un peu sur ces idées qui émergent ici. Donc, vous l'avez compris, pas de plan de conservation partagé, organisé, en tout cas à ce stade, par le ministère, et pas non plus le grand soir d'une plateforme dont on évoque ici ou là l'idée. Je n'ai pas pu poser la question, quoi. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a dans les bibliothèques françaises des sur-supports encore, de la musique qui ne sera sans doute jamais sur les plateformes. Donc ça, c'est une approche potentielle qu'on peut garder en tête, mais qui pose des problèmes multiples, évidemment, des problèmes de droit, des problèmes juridiques, des problèmes techniques et puis des problèmes budgétaires dans une période où nous savons tous à tous les niveaux que nous sommes extrêmement affectés par des contraintes budgétaires qui sont quand même extrêmement présentes. Malgré tout, il y a des grands opérateurs comme la BNF, il y a la BPI aussi, qui sont donc les bras armés d'une politique publique autour des bibliothèques et de ces patrimoines et de ces collections de musique. Donc moi, je voudrais vraiment insister sur cette idée de coopération qui vient d'être évoquée. Effectivement, des initiatives de ce type qui sont très vivantes, ont besoin d'être sécurisées aussi sur la durée, et ça peut être justement le rôle de la BNF. Donc, s'il n'y a pas effectivement un grand plan ou un grand soir d'une grande plateforme nationale, il y a quand même des coopérations possibles que nous encourageons. Je voudrais revenir sur quelque chose d'extrêmement basique, mais qu'on semble avoir oublié, c'est que le dépôt légal sert aussi à établir la bibliographie nationale française. Ça s'appelle bibliographie nationale. Mais en fait, c'est aussi la discographie nationale française. Et qu'avec les dispositions qui sont mises en place telles que Pierre Pichon vous les a présentées et Fabrice, toutes ces dispositions qui permettent de générer le catalogue quasi automatiquement, presque en temps réel, parce qu'on a beaucoup reproché à la BNF les délais de traitement de ces collections. Là, donc, avec l'apport des métadonnées par les déposants, par les distributeurs, via Kantar, ce qui vous a été expliqué ce matin, les notices sont générées automatiquement. Vous pouvez les voir, d'ailleurs, dans le catalogue. L'expérimentation, elle est visible au catalogue avec des milliers de notices. Donc, une actualisation de ces notices extrêmement riches qui sont encore enrichies parce que les métadonnées proviennent aussi de l'industrie musicale, des labels, des indépendants, voire des autoproduits bientôt. Enfin, en 2030, vraisemblablement, quand la chaîne sera construite. Donc, c'est autant de travaux de repérage, d'indexation qui peuvent être mutualisés.
Et c'est bien ce dont on parle là, c'est toute cette mutualisation à un niveau régional, mais qui peut se faire à un niveau national aussi. Et là, de ce que je vois et ce que j'ai entendu donc, ce matin aussi, je pense qu'il faut qu'on distingue plusieurs cas de figure. En fait, on a des bibliothèques qui conservent des fonds anciens, patrimoniaux, des collections anciennes issues de dons, de legs ou autres. Et on a la patrimonialisation volontaire de productions contemporaines, de scènes locales. Pour moi, finalement, ça nécessite aussi une double approche et un double regard. C'est vraiment pas les mêmes situations. D'un côté, on a des documents physiques, très souvent micro-sillons, 78 tours, dont on se pose la question de leur valeur scientifique, patrimoniale, de comment les numériser, comment les conserver. Et d'un autre côté, on a quelque chose de très, très stimulant aussi, qui est lié justement à la dématérialisation et aussi au regard qu'on a sur notre propre pratique professionnelle, de décision consciente là, de patrimonialiser un pan de la production. Et il faut que nous, on puisse aussi avoir ce double regard. Et les solutions sont peut-être pas les mêmes non plus, en fonction des sujets. Et les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que tout de suite, notre réflexe, c'est de dire combien de temps vous y passez, et les statistiques, et les trucs. Mais j'allais dire, c'est plus la question. J'allais dire, il faut créer une communauté et basée sur cette communauté-là. Je donne un exemple simple. Nous, par exemple, la ville de Bègles n'a pas de fonds musicaux. Et pourtant, depuis le début, ils participent à la veille du site. Et ils font des actions. Par exemple, dans le prochain festival 33 Tours, ils font un partenariat avec le cinéma à la Lanterne. On va projeter un film sur Brian Wilson. Et il y a un auteur bordelais, Diego Gil, qui a fait un bouquin sur Brian Wilson, qui va venir intervenir au cinéma. Donc c'est aussi, vous voyez, changer l'image. Une bibliothèque assez ancienne, pas rénovée, sans projet d'avenir de rénovation, qui participe malgré tout à une esthétique musicale. Voilà. Et la légitimité, c'est que, par exemple, nous, comme on insère le collègue, il va, par exemple, aller voir Diego Gil, il va lui demander de faire une playlist autour de Brian Wilson, de commenter les morceaux. On peut très bien imaginer l'interroger avec une caméra DV et de le monter. C'est ce qui s'appelle créer des vidéos sur YouTube. Bon, nous, on n'a encore pas, parce qu'on n'a pas justement forcément ni les moyens ni le poste pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire passer par une prestation privée si on était censé le faire. Mais on peut demander à des collègues de devenir ce qu'on appelle le bibliothécaire journaliste, documentaliste. Et donc de faire participer, de montrer aux intervenants que c'est pas on fait la convention, l'administration s'occupe de la convention et le gars se pointe le jour du truc et puis il fait son déroulé comme il ferait son déroulé à la librairie du coin. Voilà. C'est pas du tout le même travail d'implication. C'est là où le travail est plus du tout quantifiable de la même façon. Il peut être ponctuel, mais ce qui donne la force du truc, c'est que le collègue il peut dire oui mais t'as pas de musique, c'est pas grave dans ta structure. Ah oui mais nous on va avoir des relais Gironde Music Box. L'interview qu'on va faire, elle va être diffusée dans 15 ou 20 groupes Facebook de Gironde, puisque je les publie après, les billets, on fait des billets à chaque fois, on essaie qu'il y ait une durée, une permanence. Mais justement, tout à l'heure, j'ai précisé à dessein que la BNF avait, et avant elle, les institutions précédentes avaient créé leurs propres archives sonores. Je pense que là, il y a aussi peut-être un enjeu localement de constituer des archives, des podcasts, mais vraiment des archives sonores aussi, et pas uniquement des billets. Et ça, c'est pareil, dans la même logique de la conservation via le dépôt légal du web. On est maintenant en capacité, donc il y a notamment Sylvain qui travaille là-dessus, sur la collecte des podcasts. Et donc, voilà, la BNF travaille aussi sur ce dossier. On a commencé à le faire. Et donc, si nous, on est preneurs aussi là d'informations concernant des initiatives et des podcasts qui seraient réalisés localement pour documenter tout ça et qu'ils soient archivés de manière pérenne à la BNF. Donc ça, c'est une autre piste. Je pense qu'en fait, nous, on continue à le faire. Là, c'est un collègue, Jean-Rodolphe Zanzotto, qui travaille activement sur la mémoire de l'édition phonographique française. Il mène des entretiens avec tout un tas de producteurs, d'ingénieurs du son, d'acteurs de l'époque. Et en fait, ce travail-là de mémoire pourrait être mené vraiment à différents endroits. Et c'est intéressant pour nous de le collecter et de le conserver.
On va revenir un petit peu vers le patrimoine musical enregistré, voire même déborder un petit peu. Je crois qu'on a tous des problèmes, et il y a des questions après, je note. On a tous des problèmes ici avec des supports qui ne peuvent plus être lus, des CDR voilà, qui ont souffert, des bandes magnétiques, des choses qui sont en train de disparaître. Et puis on peut penser aussi au papier, aux partitions, aux archives d'un artiste. Nicolas, comment vous avez, est-ce que vous avez réfléchi un moment à numériser votre collection ? Et qu'est-ce qui vous a arrêté ? La collection des documents sonores à Bordeaux ? Parce qu'on nous a dit que c'était pas une demande de la... On y avait pensé déjà en 2013, et on nous a dit que c'était pas notre mission d'entreprendre ce travail-là. Par rapport donc au fait que les documents s'abîment, il y a un constat de dire tant pis. Après, on était tous, comme tous les collègues à peu près, qui étaient sensibles à ce sujet-là, le droit d'exception, à la conservation. Mais si c'est pour pas diffuser le document, que c'est juste c'est difficile de défendre de la place sur des serveurs informatiques et consacrer du temps. On avait essayé de chiffrer en disant que ça allait très vite avec un media player, d'exporter. Mais bon, non, c'est pas... Alors après, il pourrait y avoir des enjeux au niveau des fonds locaux, peut-être. Moi, je pense. Je crois qu'il y a une question là-haut, mais on a... Ah, c'est Sylvain qui a le micro. Bon courage. Une question plus près, c'est Gilles. Pas vraiment une question, mais faire part de mon expérience, puisque j'ai été directeur de la médiathèque musicale de Paris et on a été à l'origine des premiers projets de numérisation de 78 tours et c'était extrêmement compliqué. Moi, ce que je trouve, c'est justement par rapport plutôt à ce problème de conservation des supports, qui est quelque chose qui m'a beaucoup agité. On a quand même prêché dans le désert pendant très longtemps, je ne sais pas trop aujourd'hui, parce que ça fait un moment que moi je suis déjà retiré, mais c'était toujours très compliqué quand même, et je pense qu'il y avait un manque aussi de conscience des collègues vis-à-vis de ce que pouvaient représenter comme documents patrimoniaux les documents sonores. Ça a été vraiment... Moi, je me souviens, c'était terrible. Bon. Et là, la situation s'aggrave, parce qu'évidemment, avec ce qu'on voit, la chute des prêts, et puis les nécessités de faire de la place et d'éliminer, bon, et bien maintenant, ce sont... Après les vinyles, parce qu'on revoit avec les compacts un petit peu la même chose qu'on avait vécu avec les vinyles. À la MMP, quand Michel Sineux l'a créé en 1986, voilà, je remonte à longtemps, mais c'est intéressant pour expliquer les choses. Il avait dit, voilà, conserver les vinyles. À l'époque, tout le monde les mettait à la poubelle, parce que le compact arrivait, dit, on va arrêter toutes les opérations de torchonnage et de visionnement des points de lecture, etc. Bon, allez, vite, et puis on va numériser, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Il y a des collections entières qui sont parties en fumée parce que on ne considérait pas que c'était un objet digne d'être conservé. Et là, je vois qu'avec le compact, on arrive aux mêmes choses. Il y a quand même beaucoup de documents qui ne sont pas réédités et qui sont rares. Et que même l'ABN avec le dépôt légal, effectivement, qui n'a pas toujours été exhaustif. Donc, il y a beaucoup d'autres bibliothèques qui conservent des choses. Et dans beaucoup d'endroits, c'est maintenant, sauf qu'il peut, et puis on se débarrasse. Bon, c'est une anecdote que je relatais hier au restaurant, quand on en parlait. Il y a quelques années, moi, j'avais une mission, justement, de travail sur la sauvegarde des collections de compacts, déjà, à la fin des années 2000. Et une collègue qui m'a appelé, une directrice d'une grande bibliothèque parisienne, me dit, bon, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant ? Parce qu'avec les compacts, je ne sais plus quoi faire. Moi, ça ne sort plus. Ces collections sont énormes, il faut faire de la place. Et puis moi, j'en ai besoin pour mes collections imprimées. Bon. Et puis, je lui dis, écoute, moi, je peux venir. Et puis nous, c'est pas qu'on ait beaucoup de place, mais on peut faire un tri, essayer de regarder ce qui est digne d'être conservé. On me dit, c'est pas la peine, je vais tout mettre à la poubelle. De toute façon, maintenant, c'est fini. Le CD n'est même plus un produit d'appel. Bon, voilà, c'est une anecdote, mais c'est révélateur quand même d'un état d'esprit là-dessus. Et moi, je me souviens m'être battu beaucoup à l'époque pour essayer de développer en province des centres de conservation, simplement de récupération. On avait vu avec certaines BMVA l'idée qu'on pourrait créer un des pôles de conservation, notamment des vinyles. Et franchement, on a un peu prêché dans le désert. Et je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé. Alors, on avait un seul cas, c'était à Chalon-sur-Marne, où on avait beaucoup de chance. On était tombé sur quelqu'un qui s'intéressait, je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est devenu. Ça, c'était comme ça, mais par l'intermédiaire aussi d'un stagiaire conservateur qui était de Chalon, qui s'intéressait à la musique. On avait fait
un mémoire, il avait fait un mémoire avec moi, et du coup, ça s'était fait. Alors, ça ne demandait pas forcément tellement de moyens, mais c'était une question aussi vraiment de motivation. Et je crois que la motivation, elle est toujours pas là, et là, aujourd'hui, c'est un peu sauf qui peut, donc il y a encore beaucoup à faire. Sur les CD, il faut se méfier aussi de l'écueil du contenu et juste de s'arrêter vraiment au signal lui-même, en se disant bah oui, mais cet album-là a été copié et donc est stocké sur les plateformes et donc je peux accéder à l'œuvre. C'est pas que ça, effectivement, le livret, les jaquettes, tout ça, ce sont des éléments essentiels pour les chercheurs. En fait, on a dans les livrets des mines d'informations sur le lieu de l'enregistrement, le nom de l'ingénieur du son. Les dédicaces renseignent sur le réseau artistique et un mouvement. Enfin, voilà, on voit de plus en plus, parce que tout ce dont on parle aussi lorsqu'on parle de patrimonialisation, c'est aussi notamment la patrimonialisation de certains genres qui n'étaient pas forcément légitimes, et donc des musiques populaires et des courants musicaux qui aujourd'hui accèdent à une forme de légitimité, voire d'institutionnalisation. Et en fait, pour pouvoir quand même, au-delà de ces mouvements de mode sur bon ben voilà, on affiche un intérêt pour tel courant musical, ou d'institutionnalisation, si on veut vraiment avoir un discours et un regard scientifique sur ces courants et sur ces musiques, il faut absolument qu'on ait accès à l'ensemble des informations et notamment aux conditions d'époque de découverte de ces musiques. Et on le sait tous très bien puisque on est quand même... Enfin voilà, il y a des jeunes dans la salle, mais il y a pas... Il y a quand même aussi pas mal de personnes de mon âge. Lorsqu'on découvrait un album, en fait, une des premières choses, c'était soit de regarder la pochette, le verso du vinyle, mais aussi le livret du CD. Enfin, moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui était essentiel. Et donc, les premières secondes d'écoute, c'était assez intéressant parce que j'avais l'ouïe qui fonctionnait comme sens, mais j'avais aussi quand même mes yeux qui se portaient sur ces informations. Et en fait, ces informations vont vraiment être essentielles demain, enfin après-demain, lorsqu'on se penchera sur certains des genres musicaux populaires actuellement ou qui ont été populaires il y a quelques années. Donc avant de désherber, vérifiez bien que ces disques-là, que ces documents sont conservés par ailleurs. Si c'est le cas, tant mieux, c'est très bien. Mais voilà, il y a cette préoccupation. Ce n'est pas parce que l'œuvre en elle-même, le signal sonore enregistré est accessible de manière dématérialisée que le document dans son ensemble est conservé finalement. Une question, s'il vous plaît. Alors, je voulais réagir à ce que vous disiez, Fabrice Manteau, tout à l'heure, concernant le dépôt légal, où là, on va toucher au-delà des majors, etc., pour avoir une belle représentativité équitable des scènes qui existent sur le territoire. Donc, les indépendants et les projets autoproduits. Je voulais saluer l'initiative de Gironde Music Box, pardon. Et tout de suite, je pense, et là pour le coup, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, à des acteurs, des professionnels de l'information musicale dont je n'ai pas trop entendu parler, qui sont les services de presse en ligne, les médias musicaux. Et en réalité, je ne parle pas de blog ou autre, je parle de services de presse en ligne qui bénéficient de la reconnaissance CPPAP, donc de la reconnaissance du ministère de la Culture, de la DGMIC, dont je fais partie, et qui, pour certains, en tout cas le nôtre, fait un travail de documentation de la musique extrêmement important. Là où vous soulignez tout à l'heure un manque de temps et un manque d'effectifs, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Et si vous voulez, par exemple, nous qui sommes un jeune média avec 5 ans d'existence, on se retrouve à N+5 à avoir un véritable centre de ressources en ligne sur les musiques afro-diasporiques en ce qui nous concerne. Et je vois là en fait un gap important à combler, puisqu'on fait de la curation, on fait de la veille, on documente des genres musicaux d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Donc au final, on se retrouve avec la photographie, j'ai envie de dire, sonore, écrite, peu importe,
qu'il vous manque. Donc comment peut-on ouvrir une brèche, comment peut-on collaborer avec vous, comment peut-on se faire connaître auprès de vos réseaux? Alors, ça se concrétise sous forme de site, de plateforme, ce que vous décrivez là, oui, cette curation. Nous concernant, c'est ça. Ouais. C'est donc un site web avec une partie publique, mais une autre qui est privée, accessible sur abonnement. D'accord. Et au final, l'ensemble de cette offre, en tout cas, notre objectif en toute transparence est de nous positionner auprès des médiathèques et des bibliothécaires musicaux, évidemment, puisque nos travails sont complémentaires. Et il y a cette masse d'informations, je précise, qui est archivée par mois, par année, par genre musical également, qui peut, à mon sens, servir, en tout cas, ce que vous soulignez comme étant un manque. La première piste pourrait déjà être effectivement que la BNF conserve via l'archivage du web ce site. Donc ça, c'est une première piste. Et puis après, nous, on est preneurs d'outils et parce que c'est finalement, il y a un double... C'est pareil, je parlais de double regard tout à l'heure, mais il y a un double mouvement de relais, en fait, finalement, à avoir aussi. C'est que, d'un côté, nous, on aimerait bien pouvoir s'appuyer sur le réseau professionnel et en les têtes de réseau que sont notamment les bibliothèques, médiathèques publiques, pour parler du dépôt légal des phonogrammes et le promouvoir auprès de leur scène locale et de leur écosystème. Mais d'un autre côté, on est aussi preneur et cette fois-ci, on peut aussi nous relayer et nous informer et nous transmettre justement toutes ces informations. Donc là, ça peut être un bon outil pour nous, pour notre prospection aussi, et pour identifier des artistes ou des labels que nous n'aurions pas encore démarchés, parce que, je le répète, par définition, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas démarcher tout le monde. Donc c'est vrai qu'on fait ça en fonction de on se base sur nos outils, on a des méthodes et on a des outils, mais finalement, on parlait de veille tout à l'heure, Pierre parlait de veille et de prospection. Dans veille, il y a identifier des sources potentielles qui vont nous permettre, nous, après, de démarcher des labels ou des artistes. Donc là, le site, voilà, ça nous intéresse de le connaître, de l'archiver et puis de pouvoir l'utiliser. D'accord. Peut-être que la DGMIC, qui est un interlocuteur commun, pourrait aussi, et qui nous accorde par ailleurs des subventions, pourrait également assurer cette mise en réseau. Oui, non, mais je pense que c'est exactement ce que vient de dire Fabrice. C'est à la fois un outil et puis ça peut effectivement être conservé pour une contextualisation ultérieure dans le cadre de recherche. Je vais juste, le temps que le micro arrive, juste revenir sur la conservation des supports qui soucie beaucoup actuellement. Et puis effectivement, cette notion de véritable produit éditorial que sont ces productions, les CD. On n'en a pas encore parlé, mais c'est quelque chose qui préoccupe, je le vois dans la liste discothécaire, la question des coffrets qui, par essence, sont vraiment, là aussi, une conception éditoriale très particulière. Et là aussi, il y a un effort qui est fait de repérage d'abord et de conservation. Vous le verrez en visitant les collections, parce que c'est quand même pas toujours facile à conserver quand on a toutes sortes d'objets qui sont liés à ces coffrets. Alors c'est assez fantastique. Moi, j'ai découvert l'ampleur de ce phénomène ici, dans ces collections. Mais globalement, il faut le redire, on est effectivement à une période extrêmement difficile, dans un basculement, on le voit à tous les niveaux, avec une pression des élus aussi, qui n'est pas négligeable. Et malgré tout, conserver ces supports, ça demande des compétences particulières, des moyens particuliers quand même. Numériser dans ces dimensions, numériser un CD, c'est aussi garder cette qualité sonore qui est particulière au CD. Alors là, c'est plus l'affaire de spécialistes, mais certains sont vraiment sensibles à la qualité sonore qui était représentée dans ces productions-là. Et donc, là aussi, la BNF fait le choix de numériser dans plusieurs formats, d'avoir toujours un format très qualitatif et puis un format de diffusion qui est collecté potentiellement
pour malgré tout conserver et pouvoir diffuser. Tout ça pour dire que malgré tout, ça reste une affaire de moyens importants, de compétences, d'investissement. Et il y a un grand établissement qui le fait et qui peut le mutualiser pour tous. Donc, on peut peut-être le redire, Fabrice, quand il y a vraiment urgence sur des fonds, parce qu'on voit des fonds qui partent à la poubelle, effectivement. Je vais élargir. On se préoccupe aussi beaucoup de la situation des DVD, qui est en train d'arriver dans la même situation, mais pas tout à fait dans le même écosystème. Mais les deux problématiques se rejoignent. S'il y a urgence, il y a moyen d'avoir un pompier. S'il y a urgence, il y a moyen d'avoir un pompier, mais... à la différence des pompiers, nous n'arriverons peut-être pas dans les 7-8 minutes prévues. Donc, on a des critères quand même. On ne va pas accueillir toutes vos collections désherbées, loin de là. Je préfère éviter les effets d'aubaine ou d'annonce. Et donc, notre premier critère, c'est pas de doublons. Donc, si vous identifiez dans vos fonds des documents que vous considérez, vous, comme précieux, ayant une valeur patrimoniale et scientifique, eh bien, le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier dans le catalogue général de la BNF et de voir si nous le conservons ou pas. S'il est déjà dans notre catalogue, ça veut dire que nous l'avons, nous le conservons, nous l'avons peut-être aussi déjà numérisé, donc nous ne prendrons pas ce document. Donc voilà, pas de doublons. Et je reviens aux pompiers et au délai d'intervention. On a aussi des contraintes en matière de transfert des collections et donc voilà, on ne pourra peut-être pas non plus récupérer les documents ou la collection immédiatement. Il y aura peut-être un délai. Après, ce sont des choses à construire au cas par cas parce que les collectivités peuvent aussi nous aider et participer au transfert en l'assurant, très concrètement. Donc voilà, donc il y a quand même on va dire des prérequis et une prudence élémentaire à avoir, mais oui, nous on est preneur quand même des documents qui peuvent compléter avantageusement notre collection, et donc voilà, ça permettra justement de l'enrichir et d'arriver à cette représentativité dont on parle, à laquelle on aspire, mais dont on sait qu'elle est très difficile à atteindre. On a une question d'abord ici, puis après par là-bas. Alors nous, on est bibliothécaires dans les régions, au plus proche effectivement de territoires. On a la chance d'avoir des régions riches au niveau culturel et au niveau linguistique. Je parle par exemple de la langue bretonne. C'est une langue vivante qui évolue dans le temps. Il se trouve qu'il existe l'association d'Astume qui collecte des documents sonores, qu'ils soient parlés ou musicaux, pour la langue bretonne. Malheureusement, les finances sont compliquées en fait pour justement ces associations-là qui font du collectage. Or, aujourd'hui, c'est quand même une ressource précieuse puisque ça donne non seulement une image sonore de ce qu'était le breton d'autrefois, le breton d'aujourd'hui et peut-être ce qu'il sera demain aussi, avec ces évolutions qui vont bon train. Et comment faire pour les soutenir ? Est-ce que ces associations-là qui font ce travail de collectage sont suffisantes ? Est-ce que nous, bibliothécaires, on peut uniquement s'appuyer sur eux, sur elles ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler davantage avec elles, pour nous aussi être plus présentes à ce niveau-là, quoi. Est-ce que, hormis aussi tout ce travail de création sonore que pourrait être justement le podcast, puisqu'on peut faire ça aussi, du podcast, mais ça reste peu. En fait, quand on parle justement de numérisation des documents sonores, et notamment musicaux, de la musique bretonne, par exemple, on a la chance, nous, d'avoir une production musicale qui est forte et riche, et souvent enregistrée. Malheureusement, on a pu voir, par exemple, avec la COP Braise, qui est en difficulté aussi aujourd'hui et qui est productrice de musique bretonne, avec laquelle on se fournit en fait en documents, qui voit du coup ces finances difficiles aussi, vivre un moment difficile.
qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on aimerait s'appuyer dessus, on aimerait pouvoir promouvoir le patrimoine musical local, mais on les voit en fait qui se délitent. Oui. Alors, j'ai pas forcément des solutions toutes faites, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça faisait partie de mes interrogations et des sujets que je voulais évoquer avec vous. C'est justement, est-ce que vous avez des liens, et donc là, ça me confirme, en tout cas localement en Bretagne, c'est le cas, avec la FAMDT, donc Fédération des acteurs et actrices de musique et danse traditionnelle, à laquelle appartient l'association que vous venez d'évoquer. Moi, j'étais à leur journée, en fait, au Champ Libre, à Rennes, et on a parlé justement archivage des documents sonores et valorisation. Et il y a... Effectivement, il y a un enjeu aussi là. Ce sont des acteurs locaux qui créent de la mémoire sonore. Et ils organisent des collectes, ils produisent du discours dessus. Il y a aussi de l'éditer. On l'oublie un peu souvent. On a souvent le réflexe collectage lorsqu'on parle de ces musiques qui, contrairement à ce que laisse entendre le vocable traditionnel, ne sont pas pleines de poussière et sont au contraire très vivantes et font partie du patrimoine musical local aussi. Et donc, pour moi, il y a là, les bibliothèques ont vraiment un coup à jouer, entre guillemets, de réussir à articuler et à faire parfois coexister ces scènes qui ne se parlent pas toujours. Donc, on a d'un côté les acteurs de musique et de danse traditionnelle, mais qui sont vraiment qui participent d'une scène très vivante et très active. Et d'un autre côté, des productions de musique populaire un peu différente en tout cas de ce champ-là, et finalement ils ne se parlent pas forcément. Et la bibliothèque pourrait effectivement être un lieu où finalement tout ça converge parce que ce sont des acteurs d'une même scène locale, en tout cas d'un même territoire. Donc voilà, ça c'était une des questions que moi je voulais poser à l'assistance aujourd'hui, c'est quel lien avec ces acteurs-là, très spécifiques. Et puis, par ailleurs, moi, je ne vais pas répondre sur le financement parce que pour le coup, là, je suis la BNF et donc je n'ai pas d'argent à distribuer. Mais on est là pour conserver. Et donc, effectivement, là, je reviens aussi à ce que j'expliquais tout à l'heure. Très souvent, ces associations créent des plateformes d'archivage. Et donc, si besoin, s'il faut conserver ce patrimoine, on le fera. Et ah oui, je voulais évoquer ça aussi. On parlait des chaînes d'entrée, on a parlé de DLSD ce matin avec Pierre. On a évoqué DLNU avec donc le dépôt légal numérique à l'unité. On a aussi une autre chaîne d'entrée qui s'appelle ADDN, acquisition et don de documents numériques. Et on peut imaginer demain que voilà, une association qui a créé une plateforme qui va être archivée par le dépôt légal du web pour tout ce qui concerne les métadonnées, la structure, l'arborescence du site. Le dépôt légal du web est moins performant pour ce qui est de la collecte du son et de l'image. Mais on pourrait tout à fait imaginer que cette même association qui a constitué une collection sonore au fil des années souhaite nous la verser, et à ce moment-là, on aurait une chaîne d'entrée, c'est celle-ci, ADDN, qui permettrait d'entrer ces documents et de les conserver. C'est toujours mieux, lorsqu'on parle de dématérialiser, de ne pas uniquement avoir en tête le fichier sonore. En fait, idéalement, et c'est ce qui se passe là avec la chaîne DLSD, on a des paquets. Donc on a le fichier sonore, le visuel, qui est en lien avec l'enregistrement, et aussi les métadonnées. Et donc pour ce type de documents sonores, c'est pareil. Si on a les métadonnées, le signalement sera beaucoup plus simple à effectuer. Il pourra même se faire de façon un peu automatisée ou quasi. Et c'est toujours mieux parce que ça rend visible et toujours vivant, accessible ces documents. Voilà. Une autre question? Oui, ma question, elle serait plus, on a beaucoup parlé, bien sûr, son, mais le matériel éditorial. Chose très intéressante. Matériel éditorial, ça va quand même de la partition à l'affiche. Pas oublier les affiches, production de scène, en passant par, bien sûr, la pochette de disque et, bien sûr, le studio d'enregistrement. On parlait du qualité de CD, du studio d'enregistrement. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir, sur l'ensemble du réseau des bibliothèques, la place des bibliothèques municipales classées.
On est classé, on fait partie de la loi. Et beaucoup de ces bibliothèques municipales classées ont des fonds très anciens, des fonds antérieurs. Et donc, quelle est la place, alors qu'elles sont aussi bibliothèques publiques, de lecture publique? Comment on croise les deux pour la conservation? C'est-à-dire, on est dans l'aspect quand même fonds local. Donc, comment on associe en même temps une collection d'affiches anciennes ou contemporaines, des CD, de structuration éditée en région ou pas, et de se dire, moi, en tant que bibliothèque municipale classée, où je me situe, puisque je me situe presque entre deux, entre la Bibliothèque nationale et l'ensemble des réseaux des bibliothèques. Juste pour la notion de conservation, est-ce que, par exemple, tous ces fonds, qui vont être de plus en plus, au fil du temps, patrimoniaux, puisque le temps s'accélère, au bout de 30 ans, ça peut devenir, et 40 ans, patrimonial, se dire, la Bibliothèque nationale de France, y travaillant, ne peut pas non plus tout recevoir. Est-ce qu'une partie de ces collections, et je précise, c'est par rapport à votre intervention, sauvegarder son patrimoine musical local? Est-ce que là, tout d'un coup, le local se resituerait sur ces bibliothèques municipales classées? Alors, je vais tenter de répondre, surtout que donc, dans ces bibliothèques municipales classées, du personnel d'État, rémunéré par l'État, et la plupart du temps affecté sur des postes sur le patrimoine. Donc tout ça fait effectivement sens et synergie, et que fort heureusement, il y a déjà beaucoup d'initiatives de conservation de ce type, avec des initiatives sur des fonds locaux. On vient de parler de Bordeaux, à Lyon par exemple, et puis des établissements qui ont la chance, parce que ça devient une chance, d'avoir des réserves importantes, et de peut-être se donner le temps, comme c'est en train d'être fait à Paris, de ne pas effectivement jeter ses collections, mais les conserver, le temps de réfléchir, comme dans le réseau parisien, cette initiative de ces groupes de travail sur l'avenir de ces collections, et de voir effectivement comment, en partenariat avec la BNF et peut-être à d'autres stades de la réflexion, on puisse travailler sur ces collections. Donc effectivement, je pense que les BMC, qui sont un vivier pour le ministère extrêmement puissant, qui est en plus territorialement équilibré sur tout le territoire, effectivement, ce sont des relais. Et là, il y a des politiques de conservation que vous connaissez bien, qui se sont focalisées, qui sont d'ailleurs en voie de se terminer sur le signalement des manuscrits. Il y a eu des gros investissements, il y a une réflexion autour de la presse, et puis des collections iconographiques. Pour le moment, effectivement, voilà, ça fait déjà tout un ensemble de priorités dans un cadre, encore une fois, très contraint. Mais il est clair qu'il y a déjà des initiatives locales. Je pense que beaucoup d'entre vous travaillent dans ces structures et sont là. Il y a des collègues très dynamiques aussi dans ces BMC, autour de la musique, autour des fonds sonores. Donc voilà, on est à un moment particulier. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui sont en train d'émerger à tous les niveaux. Et ces bibliothèques ont certainement un rôle à jouer par les moyens dont elles disposent, effectivement. Et je complète en disant qu'on a aussi l'enjeu de la complémentarité. Et donc, effectivement, de toute façon, c'est déjà le cas. On sait qu'à la BNF, on conserve beaucoup de documents sonores, mais on n'a pas tout. On a beaucoup, mais nous n'avons pas tout. On sait qu'à la documentation de Radio France, la discothèque de Radio France, il y a beaucoup de disques. La médiathèque musicale de Paris, pareil, on en retrouve d'ailleurs sur Gallica. Et on a des chercheurs qui circulent entre ces collections. Voilà, on a plusieurs exemples récents. On a quelqu'un qui a travaillé sur les disques politiques. Il a trouvé des documents pertinents pour ses recherches à la BNF, mais aussi à la discothèque de Radio France. On va avoir le même cas peut-être bientôt avec un chercheur qui va s'intéresser à l'histoire des disques de librairie sonore. Bon, eh bien, en fait, demain, le chercheur qui va s'intéresser à un mouvement musical particulier, on sait très bien que, en fait, il ne pourra pas faire autrement que d'explorer et d'aller un peu creuser
ces collections locales et ces fonds locaux. Parce que sinon, il fera une analyse, on va dire, qui sera, oui, un peu biaisée, lacunaire d'un mouvement. Comment parler d'électro aujourd'hui, ou de rap, ou de rock, sans s'intéresser en s'intéressant qu'à ce qui se passe dans l'agglomération parisienne, ou même dans les grosses agglomérations, l'axe Paris, Lyon, Marseille. C'est pas possible en fait. Donc cette complémentarité-là va devenir une évidence. Il y a un enjeu par contre de bien savoir où se trouvent les choses et de pouvoir orienter les chercheurs qui, eux, demain, seront amenés à circuler en fonction de leur sujet. Voilà. Et je vais juste rajouter que rien n'empêche les BMC qui ont des bibliothèques numériques importantes, qui intègrent Gallica dans le cadre du dispositif Marque Blanche, d'insérer des fonds sonores dans ces bibliothèques numériques qui ensuite sont diffusées via Gallica, qui est quand même un outil aussi de découvrabilité extraordinaire, hein, avec une fréquentation en ligne de plus en plus phénoménale. Donc rien n'empêche les BMC, je parle des BMC parce que, encore une fois, il y a une concentration de moyens, de faire entrer dans les marques blanches qu'elles proposent à la BNF des documents sonores. Non, moi, je voulais un peu ponctuer mon intervention par rapport à la réflexion que ça m'a donné, le thème de cette table ronde. Quand on m'a demandé d'y participer, je me suis dit, patrimoine musical, les gens pensent peut-être qu'on conserve chaque élément physique, chaque CD, chaque single physique de ce qu'on signale dans notre site. Et je me suis dit, non, en fait, notre site, si on le pèse, il doit faire 2 gigas. Il conserve des images puis des métadonnées. Donc je me suis dit, en fait, le fait de signaler, de repérer des documents, c'est déjà du patrimoine local, parce que c'est déjà participer à sa sauvegarde, le fait de le créer dans un site propre, avec sa propre temporalité, c'est déjà faire quelque part vœu de patrimoine. Et je sais que les collègues qui viennent au RNBM, c'est un moment d'échange et de questionnement. Ils sont souvent seuls dans leur structure, ils ne sont pas forcément toujours sentis légitimes dans les bouleversements qui des fois les dépassent sur les choix qu'on leur fait. Et là, je sens pointer que depuis quelques années, il y a vraiment l'idée un peu réflexive de se dire, maintenant, il faut que je fasse tout pour sauvegarder mes CD, etc. Et on l'a vu, c'était ça l'intérêt aussi avec ce matin sur le fait de définir une poldoc. Tout le monde n'est pas en capacité déjà de s'appuyer sur une poldoc. Je me mets à la place de tout le monde, c'est pas forcément facile. Mais ce que je voudrais retenir de positif là-dedans, c'est que même dans une petite structure, l'intérêt de se questionner sur les musiques locales, ça nous permet un petit peu, un temps modestement, de sortir un peu du débat actuel qui est beaucoup centré, à mon avis, et beaucoup trop sur le côté performatif de la musique, c'est-à-dire, puisque l'écoute a l'air de baisser en bibliothèque, on va se concentrer sur le prêt d'instruments, etc. Alors, loin de critiquer la démarche, parce que pour ceux qui peuvent le faire, c'est très bien, et c'est bien d'essayer de mixer tous les types de musique, mais il ne faut pas oublier que la musique, ça s'écoute, ça se regarde, ça se partage en festival, ça se pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, les bibliothèques sont en mesure de répondre à toutes ces exigences-là ? Je ne crois pas. Quand elles le peuvent, elles ont la charge de le faire, elles ont à la limite tout le mérite de le faire. Quand elles ne peuvent pas, elles font comment ? Et donc le fait d'être uniquement peut-être, c'est pas une critique, mais trop dans l'aspect est-ce que je prête des instruments, qu'est-ce que je prête comme instrument, ça nous écarte encore une fois, comme à l'époque de l'âge d'or du CD, où on ne se pose pas la question des contenus musicaux. Et on se dit, il y a un très bon article, je vous conseille de lire, qui vient de paraître d'Hélène Girard dans la Gazette des communes, qui fait un peu un panégyrique des 4 types de bibliothèques qui sont à l'heure en train de se dessiner dans la lecture publique. C'est très intéressant. Et elle dit que malgré ces offres, donc c'est la bibliothèque tournée grosso modo vers l'offre de services. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur le Facebook près d'objets en bibliothèque, mais loin de l'idée d'améliorer une qualité d'offre de service, on va de plus en plus vers la bibliothèque quincaillerie, j'allais dire. C'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est-à-dire que le prêt d'instruments, on pourrait le mettre au même niveau que prêter une robe de mariage, prêter parce qu'il y a de tout, dans prêt de bricolage, etc. Et je pense que là, si pendant ce temps-là, de ces journées-là, on peut réfléchir sur, ok, on fait le deuil d'une plateforme numérique à laquelle on a tous aspiré il y a 15 ans, même au sein de la CIB, on aurait souhaité au moment de la DOPI qu'on puisse avoir une exception au titre éducatif comme les écoles, comme les professeurs. Faisons deuil de ça. Est-ce que les musiques locales peuvent pas être, pour ceux qui peuvent, c'est toujours pareil, un moment à se consacrer
à se dire peut-être que là j'ai une légitimité à acquérir, et je repense en termes de contenus musicaux, en termes de maillage de mon territoire, et je sors d'un isolement. Voilà. Moi j'ai trouvé 5 visées au travail qu'on peut faire autour de... Je vous en fais part si vous voulez, parce qu'avec le recul ça permet un peu de tirer comme ça des bilans. J'en vois une institutionnelle pour votre établissement, ça permet d'attirer des publics, ça permet de changer l'image des bibliothèques. Les élus les chefs d'établissement sont très... Nous, on fait la nuit des bibliothèques, par exemple, ils le font à Lille. Voilà, ça permet aussi de changer une image, de dire, tiens, et la preuve, par le fait, ça se prouve. Pour la collectivité, c'est aussi créer des actions transverses entre les services, participer à des événements de la ville, souvent, auxquels on est exclu. Souvent, les directions d'affaires culturelles invitent les SMAC, les associations, mais ils vous oublient. Et donc, c'est l'occasion de changer un peu l'image au niveau, on en a parlé, au niveau de l'État, de réfléchir éventuellement à des labellisations, de soutenir des actions. Voilà, ça peut être ça. La deuxième visée que je trouve de ce travail qui peut être fait, elle est professionnelle, c'est retrouver une forme de légitimité à l'heure justement où les usagers nous perçoivent plus du tout comme des prescripteurs, sûrement à tort, et se détournent de nos espaces. Et donc, allons à leur rencontre, allons dans les espaces où eux y sont, notamment numériques, pour les faire revenir en bibliothèque. L'exemple, Festival 33 Tours, médiathèque. Il y en a d'autres, je parle pour ma paroisse, mais il n'y a pas que nous, bien sûr. Répondre à de nouveaux projets de service aussi, ça peut être important pour vous de dire à vos responsables, ok, limiter la casse au niveau des CD, mais je peux proposer des nouvelles offres de services. Dire aussi que ça répond à l'évolution des pratiques. On va on fait preuve d'allant auprès des nouvelles technologies, auprès des nouvelles pratiques des usagers. Puis c'est aussi de la veille et de la recommandation numérique, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que nos portails de bibliothèques, malheureusement, ils ne nous permettent pas toujours de faire de la prescription. La troisième portée, elle est sociétale. Ça permet d'élargir les goûts, de faire découvrir des artistes locaux. C'est faire vivre une expérience entre collègues aussi, c'est important. Se faire se rencontrer, faire se découvrir des musiques, des communautés qui nous échappent. Moi, je reprenais l'exemple pendant qu'on préparait la table ronde. Je ne pensais pas qu'à Bordeaux, il y avait une scène hip-hop et métal aussi importante, quoi. Et j'aurais été incapable, comme pour Clara, de citer 3 groupes de métal, hormis les 3 groupes connus. Voilà. Et ça, il faut vraiment faire la raison ce matin. Il faut vraiment faire un travail un peu d'introspection et de se remettre en cause aussi sur est-ce qu'on fait bien tout le job aujourd'hui par rapport à l'économie de la musique. Enfin, il y en a une qui est culturelle, c'est quand même suivre l'actualité musicale d'où on est. C'est tout bête, mais vous allez au restaurant, vous avez un flyer, vous voyez un groupe, il y a peut-être 2 premières parties d'artistes locaux, par exemple. C'est faire découvrir le patrimoine de votre territoire. C'est créer des médiations nouvelles, dans de nouvelles types de médiations entre le numérique et revenir à du territoire. Je prenais l'exemple de Bègle, qui n'a pas de collection et qui pourtant participe au festival. Et la dernière, parce que nous, on est dans une municipalité écolo, c'est la visée écologique, c'est-à-dire effectivement garder un fonds de documents physiques, comme on a dit en conclusion les dernières des journées, permet plutôt que les détruire, c'est un acte écologique, au moins de les laisser sur place et de les faire vivre, de mieux les valoriser. Mais il y a aussi l'aspect filière courte de la musique. Défendre une filière courte de la musique, c'est très important. Il y a un label qui s'est monté en Gironde, qui s'appelle le label Babor, qui valorise à travers des logos, des actions, des sorties de disques, des festivals qui respectent une filière courte de la musique. Soit parce que le disque est produit en local, distribué en local, il y a une trentaine de critères à respecter, et si on en respecte certains, on a ça. Donc il y a aussi des tendances, des attentes aussi des usagers qui ne sont pas que c'est plus fun d'écouter sur smartphone, il y a aussi des démarches, aller aussi vers des démarches plus écologiques, plus respectueuses de l'environnement et des attentes des gens. Et le local peut peut-être permettre ça. Merci. Je crois qu'on a une question dans le public et il reste 3 minutes, donc voilà. Ça sera 2 questions ou 3, mais pas plus. Oui, bonjour. Je travaille à Villeurbanne, moi, donc, qui est une commune à côté de Lyon, et je connais bien mes collègues de Lyon pour les fréquenter d'ailleurs dans une association professionnelle qui s'appelle Ampli, avec un Y à la fin comme Lyon, où on a fédéré justement l'action toute la scène locale lyonnaise autour d'un festival auquel il y a une 50aine de bibliothèques qui participent, qui programment de la scène locale pendant un mois. On appelle ça un festival de scène locale. Et donc, il m'avait semblé comprendre qu'à Lyon, il y avait un pôle associé à la BNF pour ce qui était du collectage de la scène locale, mais je n'ai pas bien compris l'articulation que ça avait forcément avec vous, avec le dépôt légal, etc., parce que j'ai un collègue qui fait tous les lieux de distribution de la scène locale, etc.
Et je voulais peut-être éclaircir quel est le rôle de ces pôles régionaux par rapport à ces dépôts légaux et à ces scènes locales qui sont collectées de façon très précise. C'est peut-être un pôle régional, pôle associé, ça ne me dit rien. Alors c'est peut-être, j'ai mal compris le terme officiel. Mais de toute façon, oui, je sais qu'il y a un travail sur la mémoire des musiques lyonnaises. Il y a le fonds aussi de l'antenne locale de l'ORTF qui est conservé au sein du réseau des bibliothèques municipales de Lyon. Donc effectivement, on est sur des bibliothèques avec des fonds patrimoniaux. L'articulation avec la BNF sur le plan institutionnel, est-ce que ça s'est matérialisé par une convention? Je ne saurais le dire, mais c'est peut-être plutôt un pôle régional qui a été pensé comme tel. Sur la logique de pôle associé, de toute façon, avec la BNF, on ne pourra pas se positionner comme partenaire dans un dispositif pôle associé avec toutes les bibliothèques du territoire. Donc c'est très ciblé. À chaque fois, ça concerne des bibliothèques qui conservent des fonds patrimoniaux relativement importants sur le plan, on va dire, de la volumétrie. Notamment, ces conventions sont menées à des fins de numérisation et de valorisation sur Gallica ou à des fins de recherche. Voilà. Excusez-moi, mais est-ce que ce ne serait pas justement des structures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour les collectages de scènes locales, justement, puisque ces travaux-là sont effectués au niveau régional déjà Tout à fait, c'est toute l'idée, c'est ce que j'essaie d'expliquer vraiment en début d'intervention. Nous, en fait, on a besoin de vous et de ces relais-là et de ces têtes de réseau. Enfin, tête de réseau, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, vous êtes dans un tissu d'acteurs locaux, des acteurs institutionnels jusqu'aux associations, jusqu'aux disquaires privés. Il a été question ce matin aussi des disquaires parisiens et avec la disparition de gamme, comment repenser un peu cette logique de marché. Vous êtes vraiment intégrés dans ces réseaux. On souhaiterait vraiment pouvoir s'appuyer sur vous et travailler avec vous pour pouvoir collecter ce dépôt légal qui nous manque actuellement ou qu'on collecte de façon très parcellaire. Et donc on parlait de festivals tout à l'heure, je sais qu'il y a tout un tas de rencontres. Vous positionnez aussi comme un peu des plateformes et des lieux de rencontre de différents acteurs. Nous, si on peut se déplacer en tant que BNF pour parler du dépôt légal des phonogrammes, on sera très content de pouvoir le faire. Donc je ne sais pas si on pourra le faire systématiquement parce qu'après il y a des enjeux de mission et de frais de mission et autres. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous informer de ces initiatives, n'hésitez pas à nous convier. On pourra tout à fait venir pour parler du dépôt légal, pour parler de la mémoire, de l'importance d'entrer dans la mémoire nationale. Oui, on a parfois l'impression que déposer le disque, c'est une contrainte et il va prendre la poussière dans nos magasins pendant 50 ans. Mais la 51e année, on va avoir un projet de recherche qui va s'intéresser à ce document et qui va lui redonner vie. Donc on est vraiment sur du patrimoine en sommeil, mais du patrimoine qui va redevenir vivant à un moment. Et donc on est nous preneurs et c'est toute l'idée là de ce qui nous attend. Et c'est comment monter des coopérations de façon localisée, sans avoir un cadre, une coordination sur le plan national, parce qu'on sait que ça, c'est très compliqué à faire. Et donc voilà, donc tout reste à faire en la matière, mais oui, c'est une excellente idée. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois.